Ce matin, cher Alain Ascada m'a fait une petite surprise en me disant que j'allais parler du génocide vendéen et les liaisons avec le génocide arménien. Ce n'était pas du tout ce que nous avions prévu, mais quand j'ai écouté l'extraordinaire intervention de Reinhard Secher, que je ne connaissais pas, j'ai noté certaines choses. Effectivement, on voit tout de suite les parallèles. J'en ai gardé quelques qu'on va aborder. Par exemple, quand il pose la question qui, pourquoi évaluer le patrimoine perdu ou mécanique du meurtre, ou combien de temps a duré ces massacres, évidemment, on va trouver les mêmes choses pendant le génocide arménien. Alors, il faut dire que le génocide arménien, quand on parle du génocide arménien, on parle du 24 avril 1915. Ça, c'est la date qui, d'ailleurs, l'une des rares promesses qui sera tenue par Macron, promesse de campagne, et qu'il sera maintenant une journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens en France, le 24 avril, officiellement. 24 avril 1915, parce que c'est ce soir-là qu'à Constantinople, entre 3 et 600 intellectuels, on ne connaît pas exactement le nombre, intellectuels, donc écrivains, des hommes politiques, des députés même, des docteurs, enfin, sont raflés en une nuit d'une façon très polie. Les policiers arrivaient à la maison en disant « Mais non, vous ne prenez même pas, vous venez au commissariat, nous avons quelques questions à vous poser. » Bon, ils ne sont jamais revenus. Alors ces 600 personnes, ou 400 ou 500 personnes, sont soit tuées sur les routes, en allant vers l'Anatolie, soit tombées malades parce que c'est une déportation assez pénible. Mais ceux qui sont tués, ils sont tués dans des circonstances très atroces. Alors, quand on parle de génocide des Arméniens, on dit génocide parce que là, il y a une planification, il y a une organisation, il y a une pensée. En réalité, le massacre commence en 1894 par Hamid, le sultan d'Abdülhamid. En 2 ans, il y a 300 000 Arméniens qui sont massacrés quand même à Anatolie, mais on ne parle pas de génocide. Même nous, on ne dit pas de génocide parce que ce sont des insurrections des Arméniens, parce qu'il y avait un système de haras, comme on dit des haras, donc des chefs de village qui avaient le droit de puisage, où il y avait des impôts, tout ça. Bon, il y avait une insurrection de la population, il y a eu des massacres. C'est pour ça que le principal organisateur du génocide arménien, Talat Pacha, il va se vanter en disant « Je l'ai fait en 3 ans, ce qu'Abdülhamid n'a pas pu faire en 30 ans. » C'est une déclaration publique de la part de Talat. Alors, j'avais écrit, évidemment, j'ai fait un peu d'improvisation au passage. Alors, les massacres, évidemment, dans la date 1915, c'est le début, mais ça ne s'arrête pas en 1918 quand les jeunes trucs vont partir. Ça va continuer même avec Kemal jusqu'en 1922, parce que pour nous, pour certains analystes et historiens, les massacres ou l'épuration ethnique, qui ne concernent pas que les Arméniens, soyons justes, il y a aussi les Grecs, il y a les Assyro-Chaldéens, ils ont leur église catholique ou chrétienne, mais pour nous, la date finale, c'est 1922, septembre, à Izmir, donc Semirne, où il y a les Grecs qui sont soit tués, soit jetés à la mer. Entre guillemets, je fais une parenthèse, en face du bâtiment français qui ne bouge pas. Donc ils voient la ville en flammes, il n'y a aucune aide pour envoyer des bateaux ou pour sauver quelques personnes. Donc il y a un massacre dans la ville. Et là, il y a une image terrible. Maintenant, c'est documenté, c'est prouvé. Pendant que la ville d'Izmir brûle, alors imaginez, il y a des collines en arrière-pays. Kemal, qui ne s'appelle pas encore à l'époque Atatürk, il est sur les hauteurs de la ville. Il est en train de boire il était un féru amateur de raki et de cigarettes. Et comme Néron, il était en train de regarder la ville brûler sous ses yeux. Donc pour nous, le génocide commence en 1915 et s'arrête en 1922. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y a pas eu des exactions, mais ça c'est la période vraiment génocidaire et d'épuration ethnique. Alors, quelques chiffres. À l'époque,
Alors, déjà, je veux vous dire une chose. Je suis né en Turquie, fait toutes mes études en Turquie, jusqu'à l'université, mais j'ai su que j'étais arménien, mon identité arménienne, je l'ai découvert quand je suis venu en France, paradoxalement. Pourquoi? Pour avoir une identité, il faut trois choses. Il faut la langue, il faut la foi, si on est croyant, et il faut l'histoire. En Turquie, ils avaient laissé la langue, ils avaient laissé les églises, mais l'histoire arménienne, complètement éradiquée. Ça veut dire que quand je suis venu en France, je vais à la librairie Samuelian et je cherche un livre sur l'histoire arménienne qu'on ne trouvait pas en Turquie. J'achète les livres, 300-400 pages, je ne me rappelle plus. Je lis, mais je ne comprends pas. Je venais de sortir d'un lycée où on avait appris tout au long de notre étude l'histoire générale et l'histoire turque. Et j'ai commencé à comparer page par page, période par période, ce que l'on avait appris nous à l'école turque. J'ai dit turc, on était dans une école arménienne, mais en Turquie, je veux dire, avec les programmes turcs. Et ce livre-là, c'est là qu'on voyait que tout ce qui était arménien était complètement effacé des manuels d'histoire. Quand on parlait de la négation, il faut savoir que dès qu'on pense à un génocide, parce que ça ne tombe pas du ciel, hein, c'est pensé, c'est théorisé, on a déjà préparé aussi la négation. Alors les Turcs, ils ont un joli dicton pour ça. Ils disent, quand on va voler un minaret, c'est quand même énorme, il faut préparer les puits pour le cacher. Donc c'est lui qui va voler le minaret, il prépare déjà comment il va le cacher. Donc la négation du génocide arménien, nous n'aidons pas du tout parce que ça fait partie du plan. Du coup, quand Kemal va arriver, va fonder la République en 1923, c'est une république fondée sur les cendres des chrétiens de l'Empire ottoman. Il va faire, une des premières choses qu'il va faire, ces fameuses 7 révolutions pour européaniser la Turquie. Enlever la fesse, mettre un chapeau, alphabet latin, tout ça, pour latin. Sauf que, lui, je pense qu'il était européen dans sa tête, Kemal. Par contre, il était un peu naïf, pensant qu'en changeant le fesse avec le chapeau, on peut aussi changer la mentalité des gens. C'est pas possible. Première chose. Et deuxièmement, il faut savoir qu'il faut remonter un peu, il faut voir l'idéologie des gens. Comment c'est arrivé, comment ça a été préparé, comment, comme je disais, vous saviez même ces choses, pourquoi et comment on arrive à ce mécanisme-là. Les jeunes Turcs, tous francophones, tous férus de la philosophie des Lumières, amoureux de la Révolution française, ils se réunissent à Paris, à la Mutualité, en 1908, début 1908. Et ils font des grands discours en disant bon, on va emmener les Lumières en Turquie, la révolution, droits des citoyens, tout ça. Et parmi les Arméniens, la population arménienne en France, il y a 2 partis, il y a 3 partis historiques. Il y a les Taşnak Tutun, donc Fédération révolutionnaire arménienne. Il y a les Ramgabar, donc les démocrates, démocrates libéraux, dont je faisais partie, maintenant je suis à l'extérieur du parti. Et à l'époque, l'un des représentants à Chakchobanyan, il est présent à cette réunion à la mutualité, il dit à ses amis Taşnak, qui sont des adversaires, faites attention, je vois dans le discours des jeunes Turcs, entre les lignes, beaucoup de xénophobie et de racisme. Mais non, ils disent les autres, non, tu exagères, tu verras, on va balayer le sultan et on aura une démocratie en Turquie, tout ça. Effectivement, en 1908, avec l'aide du parti Taşnak, de filiale en Turquie, ils font beaucoup de propagande, tout ça, et le sultan Abdülhamid est vidé de son palais. Petite parenthèse, les 4 personnes qui vont aller au palais pour dire au sultan c'est fini, tout en bas, il y en a 3 Turcs, Talat donc fait partie, et il y a un juif, Michel Karaso. Et Abdülhamid, il a un sursaut, il dit
vous, je vous comprends. Mais pourquoi lui? Et dans sa tête, il pense avoir trouvé la réponse parce que, on n'a pas les preuves à 100%, mais je fais un parallèle. Juste à ce moment-là, il y a une discussion entre Théodore Herzl et le sultan pour acheter la Palestine. Autant d'or que tu veux, on te paye. C'est pas lui qui va payer, évidemment, c'est derrière Rothschild. Mais on veut acheter la Palestine, qui faisait partie, évidemment, de l'Empire ottoman à l'époque. Et Abdülhamid, il est contre. Donc, on pense que l'une des raisons de son évacuation, c'est, sous des formes démocratiques, c'est une des raisons possibles. Donc, lui, il s'en va. Les jeunes Turcs arrivent, 1908. Les Arméniens sont très contents. Voilà, maintenant, on aura la démocratie. On ne sera plus des citoyens de deuxième zone. Parce que là aussi, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Empire ottoman, c'est que les Turcs musulmans étaient première classe. Tous les autres, c'était des millettes, des nations autorisées, hein, les Arméniens, les Grecs, mais qui étaient obligés de donner une sorte d'impôt, qu'on appelait dhimmi, pour ne pas faire le service militaire, tout ça, mais ils étaient considérés comme deuxième citoyens de deuxième zone. Eux, ils disent, non, avec nous, égalité, fraternité, machin, tout ça. Et disons que Khalat, Enver, Djemal, les principaux de tête, ils sont tous originaires de Thessalonique. Enver et Khalat, ce sont des demmés, ce qu'on appelle demmés en turc, ça veut dire des convertis. Ce sont des juifs convertis à l'islam. Et Talat sera l'un des premiers à mettre en place le Grand Orient, une loge Grand Orient en Turquie. Voilà, donc ils arrivent en 1908, les Arméniens sont contents. Un an après, 1909, massacre à Adana, au sud de la Turquie, 30 000 Arméniens tués en quelques jours. Les maisons brûlées, tout ça. Et alors, une partie des Arméniens dit on a fait une connerie parce qu'on on a eu des gens qui sont en train déjà, ils ont commencé au bout d'un an. Et ils ne savent pas encore qu'ils ont dans leur tête, ils sont déjà en train de préparer le génocide. C'est là que je disais qu'il faut voir d'où viennent les idéologies. Alors, en 1908, il y a deux idéologies qui sont deux courants, disons, deux courants de pensée. Les uns disent on va faire une grande nation turque autour de l'islam. Ça veut dire que nous sommes en majorité musulmans, autour de nous il y a des pays musulmans, et on va essayer d'être chef de file et réunir autour de l'islam et faire une grande nation. Les autres, la partie jeune turque, les Talat, tout ça, eux ils disent non. Nous aussi, nous voulons une nation turque, mais pas sur l'islam parce qu'ils ne sont pas très croyants, même s'ils sont musulmans, plutôt autour de la langue turque. Donc, c'est la guerre deux adversaires, deux courants, entre pan-islamistes et pan-turquistes. Et pan-turquistes, ils pensent grand, ça veut dire que pour eux, la Turquie commencera à Edirne, en Thrace, et ça va aller jusqu'en Chine, en passant par l'Asie centrale. Tous les pays turcophones. Turcophones. Ah, turcophone. Sachez que, par exemple, aujourd'hui, quand on dit Azerbaïdjan, c'est plus jeune que Coca-Cola. Hein. Ne pensez pas que l'Azerbaïdjan existait depuis des années. L'Azerbaïdjan existe depuis les années 1920, quelque chose comme ça, après les bolcheviks. Avant, c'était des Turkmènes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand un Azéri parle en turc, c'est un peu différent, mais je comprends. C'est la même. Donc, eux, ils avaient cette idée de faire une sorte de filiation de turcophones. Problème, sur cette route, il y a les Arméniens. Ça veut dire qu'on est mal placé. Quoi. Donc, à l'est de la Turquie, nous sommes sur un territoire d'à peu près 270 000 km² quand même. Ça fait à peu près le tiers de la Turquie d'aujourd'hui. À la grande époque des Arméniens, l'Arménie de Tigran le Grand fait 300 000 km². Ça va de Bakou, de mer Caspienne jusqu'à Méditerranée. Aujourd'hui, l'Arménie, si
parmi vous, il y en a qui ont visité, enfin, j'en connais quelques-unes, il ne fait que 30 000 km² à peu près comme la Belgique. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui le 10e de notre pays historique. Mais plus grave que ça, moi, je ne regarde pas les choses seulement du point de vue arménien, mais je vois maintenant, suivant un peu le précepte du géopolitologue Yves Lacoste, au lieu de faire une géopolitique du mètre, j'essaie de m'élever à 10 mètres ou à 100 mètres pour voir les choses un peu plus globalement. À la même époque, qu'est-ce qui se passait? Par exemple, tout à l'heure, vous aviez parlé du bolchevisme. Effectivement, j'ai trouvé des choses où j'ai commencé à penser à des choses que je ne pensais pas avant. Quand j'ai trouvé les archives dans le ex-KGB en Arménie, où j'ai certains accès, et on m'a montré qu'il peut y avoir certains liens aussi entre Parvus et autres, qui étaient des doubles ou triples agents, et les jeunes Turcs, pour certains projets qui pouvaient aussi, dans lesquels les Arméniens pourraient être empêchés de tourner en rond, en gros. Alors, d'autres chiffres, évidemment, Talat, tout ça, ils sont quand même assez intelligents. Ils attendent le début de la guerre, la Grande Guerre, donc 1914, pour mettre en œuvre le génocide. Il y a toujours une raison, on trouve toujours une raison. Là, c'était des insurrections des Arméniens de Sassoun, tout ça, qui voulaient avoir leur autonomie. Ils ne voulaient pas une séparation, ils voulaient avoir une autonomie, toujours dans l'Empire ottoman. Disons, allez, 2000, 3000, jusqu'à, disons, 10 000 personnes. Ils ont pris prétexte en disant qu'il y a une insurrection à l'Est qui peut faire jonction avec les Russes, parce qu'il y avait effectivement des Arméniens qui aussi se battaient côté russe. Il y avait des Arméniens de la Russie qui faisaient partie de l'armée russe. Il y a un danger, donc ils peuvent faire la jonction, donc il faut les éliminer. Ça veut dire qu'il faut vider ce territoire des Arméniens. Très bien. Déjà, ils pouvaient, parce qu'ils avaient toutes les lois et tous les moyens nécessaires pour punir, mettre en prison ces insurgés, à la limite. Non. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout est passé à travers, et pas seulement côté Est. Si vous regardez la carte de la Turquie, tapez sur Internet n'importe où, une carte génocide arménien, vous verrez les points de ramassage ou les centres de concentration où ils mettaient les Arméniens, les cheminements, et dernier point pour y aller, le nom ça va vous dire quelque chose parce que c'est très actuel ces jours-ci, c'est Der Ezor en Syrie. C'est là. Et Talat dit, la destination des Arméniens c'est le néant. Il sait où ils vont aller. Enfin, ils vont envoyer, ils disent, on va déporter. Malheureusement, en Rousse, il y a eu des maladies, il y a eu des tchétés. Enfin, tchétés, c'est des petits voyous qui sont attaqués. Mais il y a eu des morts. Mais vous savez, de deux côtés, il y a eu des morts. Ça c'est la rhétorique. Et pour finir avec cette histoire de négation qui doit être officialisée, Atatürk, qu'est-ce qu'il fait quand il est nommé Atatürk comme père des Turcs? Il donne l'ordre. Alors, c'est assez marrant parce que quand je dis ça à mes amis turcs, ils tombent des nues. Sachez qu'aujourd'hui, l'écriture turque, en lettres latines, est inventée par un Arménien, par un linguiste arménien. Oh non, c'est pas possible. Je dis, c'est possible, c'est marqué. Et d'ailleurs, il s'appelle Hagop Martayan. Et Atatürk, pour lui faire honneur, il lui a donné un nom de famille turc. Dil Achar, ça veut dire en turc, Dil, c'est la langue, Achar, c'est ouvrir. C'est lui qui ouvre la langue, pour vous donner une idée. Et sa signature, Atatürk, quand vous voyez dans le document Atatürk signature, qui est très jolie, c'est inventé aussi par un Arménien, par une graphiste arménien. Alors, qu'est-ce qu'il fait Atatürk? Il donne l'ordre de créer un conseil d'histoire. Ça s'appelle TTK, Türk Tarih Kurumu, disons, conseil d'histoire turque. C'est le cerbère de l'histoire officielle turque. Rien ne passe sans leur autorisation, y compris dans les livres manuels. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais des écoles. Moi, j'étais dans une école catholique arménienne à Istanbul. 11 années, du début jusqu'au lycée. Tout était en arménien, mathématiques, biologie, sauf 3 thèmes.
l'histoire, la géographie et ce qu'on appelait, disons, ce qu'on peut dire, instruction civique. Ces trois-là, forcément en turc, dont l'un des professeurs était envoyé par Ankara, par le ministère de l'Éducation, et qui était d'office vice-directeur de l'école ou du lycée. Donc il y avait une surveillance interne dans chaque école, juive, arménienne, grecque, peu importe, minoritaire. On pouvait faire toutes les autres langues, toutes les autres matières en arménien, mais pas cela. Pour que seulement les livres turcs écrits à leur façon soient mis à l'ordre du jour. Au cas où, si c'était en arménien, peut-être qu'il y aurait... Alors, donc, pour finir avec les chiffres, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a à peu près 2 300 000 Arméniens en Turquie, dans l'Empire ottoman. Après la guerre, première statistique officielle turque, en 1927, sous Kemal donc, il reste 64 000. Alors, donc vous voyez, donc 2 300 000. Alors nous on considère à peu près 1 500 000 les morts à la suite du génocide. Les Turcs le contestent, mais de toute façon ils peuvent contester tant qu'ils veulent. Ce n'est pas le nombre qui a d'importance, c'est l'action, la planification. Et alors, il faut aussi dire une chose, les Turcs eux-mêmes, ils sont très guerriers, tout ça, mais ils ne sont pas aussi stratèges. Ce qui a fait la stratégie du génocide, qui a aidé et qui a, je dirais même, chapeauté, c'est les Allemands. Alors vous avez dit comment? Les Allemands, donc 1914-1915, ils ont un projet de ligne de train, chemin de fer, Berlin-Bagdad. Alors, ça doit passer par la Turquie. Donc, au fur et à mesure des travaux, donc à chaque gare, la ligne est protégée par les soldats allemands. On voit les photos jusqu'aujourd'hui, il y a dans les archives des officiers avec les Turcs. Donc, l'Allemagne ne pouvait pas ne pas être au courant du génocide. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, l'Allemagne a reconnu, qui a mis en colère les Turcs, parce qu'évidemment, si l'Allemagne dit oui, il y a eu un génocide, c'est difficile pour dire les Turcs vont dire non, il n'y en a pas eu. Ils ont vu, ils n'ont rien fait. Les choses se gâtent encore plus géopolitiquement parlant pour les Arméniens. Malheureusement, ils sont toujours sur la voie. Parce qu'au départ, il y a la Russie, l'Angleterre et la France qui sont dans le même camp, en gros. Contre la Turquie, l'Allemagne, l'Autriche, tout ça. Quand les Anglais, ils prennent conscience, parce qu'ils doivent savoir que Rudyard Kipling, tout ça, ils sont en Inde, ils sont en train de voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours des espions à droite à gauche. Laurence d'Arabie, évidemment, il fait son truc en Arabie. Quand les Anglais ils comprennent que les Allemands ils ne vont pas s'arrêter à Bagdad, mais ils veulent aller jusqu'à Bombay, en Inde. Ah, ils disent non, là ça va pas. C'est là que les choses changent. Et donc, à eux qui sont alliés, les Russes commencent à aider, ou les Allemands déjà ils aident, les Russes ils vont commencer par les jeunes Turcs, mais les Kemal, il sera aidé 100% par les bolcheviks. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais l'autre jour à quelqu'un, je crois que c'était à M. Petit, l'accord de traité de Moscou signé entre Lénine et Kemal, c'est un traité illégal. Ça veut dire qu'au moment de la signature, ni l'un ni l'autre n'ont pas le mandat pour signer ce traité. Donc la ville de Kars aurait dû être, même si ce n'était pas arménien, je dis à mes amis russes, prenez-le, c'est à vous. Ne laissez pas, c'est pas à la Turquie. Kars, qui n'est pas très loin de la frontière, juste en face du Murray. Voilà. Alors, maintenant, pour avancer un peu, deuxième question. Pourquoi les Arméniens ont-ils été massacrés? Pendant moi j'étais évidemment dans le comité du 24 avril, tout ça, et beaucoup de gens disent oui, ils nous ont massacrés parce que nous étions des chrétiens. C'est le thème qui revient sans arrêt. Nous on dit non. La religion a été utilisée, évidemment, c'est très simple. On voit aujourd'hui même les musulmans sont face à face parce que l'un est chiite, l'autre est sunnite, donc c'est un moyen d'enflammer les populations contre les non-musulmans.
Nous, on pense qu'il y avait trois raisons possibles selon notre analyse. Parce que, avant de vous passer au latin, je pose la question, moi, la contre-question. Si c'était la religion, parce qu'ils ont tué parce qu'ils étaient des chrétiens, comment se fait-il que les rescapés du génocide, les rares rescapés qui sont partis au sud, côté Syrie, Irak, Liban, Iran, tout ça, c'était des pays musulmans, majorité musulmans. Ils ont été accueillis à bras ouverts, les orphelinats, tout ça, donc c'est eux qui ont sauvé. Donc, c'est pas ça. Deuxième question, si c'était la religion, comment se fait-il qu'aujourd'hui la Turquie musulmane persécute ses citoyens musulmans qui sont des Kurdes? Donc c'est autre chose que ça, c'est plus nationalisme que la religion. Donc la religion a été utilisée. Évidemment, quand on dit Yavour, kafir, je ne sais pas comment on dit en français, Yavour c'est le mécréant. C'est un mot qu'on a utilisé tous les jours. Moi, j'ai grandi avec ça. On l'avait accepté, on l'avait intégré. On nous disait Yavour, mais on ne prenait même pas. Bon, ça passait sur nous. Maintenant, je me rends compte que c'est une humiliation, c'est un racisme, une xénophobie de tous les jours. Quand on dit Yavour quelqu'un qui n'est pas condamné. On dirait ça en France, tout de suite on serait condamné à quelqu'un. Alors, donc, en France par exemple, ou ailleurs, on fait beaucoup de mémorials, de hachkas. Les hachkas, ce sont des trois pierres à la mémoire de 1 500 000 morts. Moi, je vais vous dire franchement, évidemment, je ne peux pas nier l'histoire. Je suis moi-même le fils d'un rescapé du génocide des Arméniens, mon père étant le seul survivant des trois frères. Mais ça reste dans la partie histoire, c'est dans notre mémoire, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant qu'Arménien, c'est la situation de l'Arménie d'aujourd'hui, qui est une vérité, c'est un fait, pour les 20 à 25 années à venir, géopolitiquement parlant. C'est ça qui m'intéresse. Comment renaître une renaissance d'un pays, parce qu'il faut savoir qu'en 3000 ans d'histoire, si vous regardez l'histoire des Arméniens, chaque fois qu'on a eu 30 à 40 années de paix, on est capable de faire des miracles. Donc tout ce qu'on demande nous, avec des alliances, par exemple, là, aujourd'hui, l'allié principal de l'Arménie, c'est la Russie. La frontière arméno-turque, il faut savoir, ce n'est pas protégé par l'armée arménienne, c'est par l'armée russe. Et quand on va revenir à la continuité, cette pensée génocidaire de deux côtés de l'Arménie, Turquie d'un côté et l'Azerbaïdjan de l'autre côté, ça continue jusqu'aujourd'hui, même dans les discours officiels, comme Aliyev ou Erdogan, il est plus modéré quand même. Mais les nationalistes qui le disent, on va pouvoir l'opter à Yerevan dans quelques jours. Effectivement, je dis franchement que s'il n'y avait pas de protection, c'est une question de 48 heures. La Turquie peut bouffer l'Arménie sans aucun problème. En tant que deuxième puissance de l'OTAN, il n'y a aucun problème, militairement parlant. Sauf que, en 1993, en pleine guerre du Karabakh, Nagorno-Karabakh, alors que les Arméniens sont concentrés face à l'Azérie, la première ministre turque, Tansu Çiller, il dit c'est l'occasion, il faut attaquer l'Arménie. On va reprendre l'Arménie. Comme ça, en plus, on va aider nos amis, nos frères turcs. Et le chef d'état-major turc reçoit un message de russe, même pas de la présidence. Un commandant russe, il dit si vous faites un pas de plus, vous aurez en face de vous l'armée russe. Et il s'arrête. Ça veut dire qu'ils savent jusqu'où ils peuvent aller. Aujourd'hui, avec un traité qui maintenant a été prolongé jusqu'à 2044, c'est rien ne change, la frontière arméno-turque est protégée par l'armée russe. Voilà, donc, les raisons du génocide des Arméniens, il y a trois hypothèses. C'est ce que je disais la première, donc géographique. Vous savez que Yves Lacoste, pour moi, il avait commencé sa vie géopolitologue en disant que la géographie sert d'abord pour faire la guerre. Ça avait étonné beaucoup de monde, mais en réalité, c'est ça. Et donc, c'est ce que je disais, c'est un obstacle en Asie mineure à l'Asie centrale. Deuxième, donc là je vais accélérer parce que mon ami qui me fait des signes. Deuxième
L'hypothèse, c'est financier. Il faut savoir que jusqu'à l'arrivée des jeunes Turcs, les finances de l'Empire ottoman, c'est géré par les Arméniens, qu'on appelle les Amirats, sont ce qu'on appelle des seigneurs ou des princes de l'Empire ottoman. C'est eux qui ont ils battent la monnaie, ils vont construire des palais, ils vont construire des mosquées, ils vont produire des armes pour l'armée, etc. Donc c'est eux vraiment la gestion de la finance. Effectivement, d'autres minorités dont je ne voudrais pas me comprendre, qui sont eux aussi veulent être présents dans la partie finance, et ils sont un peu jaloux quand même. Donc, ils disent, bon, ça va pas, laissez-le aussi un peu. Donc, cette partie-là aussi, il faut prendre en considération que les Arméniens avaient une forte position financière qui, évidemment, disparaît complètement après les génocides. Ils sont plus aux affaires après. Et le troisième, donc, c'est le déclin de l'Empire ottoman. Physiquement parlant, ça veut dire qu'à l'ouest, ils perdent tout ce qu'ils avaient dans le Balkan. Et au sud-est, avec tout ce qui était l'insurrection des Arabes, donc il leur fallait des terres et des richesses. Parce que figurez-vous que les Ottomans, ils étaient très bons guerriers, mais ils n'étaient jamais des bons gestionnaires. Si vous prenez l'histoire de l'Empire ottoman, à peu près 900 ans, vous divisez par le nombre de guerres qu'ils ont fait, vous voyez qu'à peu près en moyenne, tous les 15-16 ans, ils ont fait des guerres. Parce qu'ils n'ont plus d'argent, hop, il faut qu'ils fassent encore une guerre pour récupérer les terres et les richesses. Donc, moi, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut récupérer nos terres, moi je ne pense pas trop. Mais par contre, tout ce que nous avions comme patrimoine sur certains territoires qui a été perdu, par exemple, au moment, en parlant des églises, il y a 2500 églises, des universités, tout ça c'est perdu et ça se chiffre à des milliards de dollars aujourd'hui. Donc, je finis par la continuité empire ottoman et les jeunes Turcs et les régimes communistes. Donc, comme je disais, il n'y a aucune, de notre point de vue, il y a une méthode un peu modifiée, mais la continuité de la pensée continue entre l'empire ottoman aux kémalistes, qui ont commencé à perdre l'armée a commencé à perdre leur puissance à partir du moment où Erdogan et l'AKP sont venus au pouvoir. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce que vous voyez, ce qui se passe en Turquie, c'est la revanche des pan-islamistes qui avaient perdu en 1908, ils sont en train de prendre, ils ont pris d'ailleurs une revanche. À partir de 1953, ça a commencé, et maintenant c'est l'apogée. L'armée est complètement réduite à néant, ils n'ont plus de pouvoir politique. Et donc c'est les islamistes qui sont en tête maintenant, jusqu'où ça peut aller, je ne sais pas. Alors, donc, négation, oui, ça on en a parlé. L'ultime étape, c'est l'ultime étape du génocide. Ah oui, alors, donc là, dans ce numéro 14 qui est devenu un best-seller, il m'en reste un peu plus, je ne sais pas plus, j'ai parlé de la guerre de mémoire. Pourquoi? Parce qu'en France, aujourd'hui, il y a deux génocides officiellement reconnus. La Shoah et le génocide arménien. La négociation de la Shoah est punie, mais pas le génocide des Arméniens. Et dans ce numéro-là, on montre tous les gens qui ont été vent debout pour la loi, alors que ça a été voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat, au bout de quelques allers-retours, mais ça a été voté. Et en catimini, ça a été stoppé par le Conseil constitutionnel en disant que non, c'est anticonstitutionnel, il faut laisser l'histoire aux historiens, tout ça. Bon. Et dedans, alors, vous reconnaîtrez sur le c'est pas un hasard, c'est vraiment les gens qui étaient vraiment au premier niveau, au premier rang, pour aller contre cette loi. Robert Badinter, Jean Daniel, Pierre Lora. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Seychelles qui a été éjecté de boulot, ça ne m'étonne pas. Alors sachez que c'est ordure, je dis le mot ordure parce que maintenant c'est autorisé. Il a, sur France Inter, Pierre Lora, historien très connu, a comparé le génocide des Arméniens à 3 mouches écrasées. Alors, et puis eux, ils ont sorti leur archive, mais nous avions capturé cette MP3, donc on l'a dans nos archives. Le journaliste pose la question, mais quand même, il y a eu les génocides des Arméniens. Oui, on dit qu'il y a un génocide des Arméniens, mais demain, s'il y a 3 mouches écrasées, est-ce qu'on va dire aussi qu'il y a un génocide des mouches? Alors, Jacques Lang, Jean-Louis Debré, Dani Combendit, Estelle Lembassa, Nathalie Boulet.
Bon, pas sûr. Et là, on a fait un travail que ça n'a jamais été fait. Personne ne nous a attaqué parce que ce sont des faits. Peut-être vous avez entendu parler, en France, il existe l'Institut de Bosphore, que nous avons nous-mêmes découvert à la fin. Ça veut dire que c'est vraiment le bateau amiral de la négation turque en France. Ils ont une communauté scientifique, et dans lequel on trouve beaucoup de noms. Par contre, nous, on a fait des cercles pour voir qui tourne autour de l'Institut de Bosphore: politique, business, médias, intellectuels, think tank et des partenaires. D'accord? Quelques exemples: think tank, IFEI, Terra Nova, Turquie, par exemple, TÜSİAD, le MEDEF turc fait partie. Dans les députés, Jean-François Copé, Pierre Moscovici, il y a quand même pas mal de noms qui font que, après, quand on voit ça, on dit tiens, oui, il a dit la même chose, mais ils sont à droite, à gauche, ils sont souvent invités. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est mon auteur et mon ami Yair Oran, donc c'est un professeur israélien qui vit en Israël, qui a fait en anglais 2 livres qu'on a réunis en une seule, Israël et le génocide des Arméniens. Et lui, juif, il dit à l'État de Netanyahou, c'est une honte de ne pas reconnaître, non pas, déjà ils ne reconnaissent pas, mais en tout cas, il nie en plus les génocides arméniens. Et donc dans le livre, il parle de ça et son combat en Israël pour la reconnaissance du génocide par Israël, alors qu'aujourd'hui Israël, malheureusement, géopolitiquement parlant, est ami des 2 ennemis de l'Arménie, donc la Turquie d'un côté et Azerbaïdjan de l'autre côté, en vendant des armes de destruction à Azerbaïdjan, sachant qu'ils vont utiliser contre l'Arménie. Voilà, on en est là. S'il y a d'autres questions, je peux en répondre, mais je vous remercie quand même de votre attention.